dans ce nouveau numéro de Perles de Culture. Tout de suite, nous filons au cinéma avec Hervé Garrigou-Ranchamp. Bonjour Maxime. Hervé. Bonjour Maxime. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu plusieurs films cette semaine et nous allons parler tout de suite du film de la semaine, qui n'est pas un film mais un documentaire, une fois n'est pas coutume, consacré à Viviane Maier. Alors, je ne sais pas si vous voulez raconter l'histoire en 2 mots, mon cher Hervé, ou si vous voulez que je m'y colle. Non, je vais introduire le sujet et vous compléterez. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui achète, si je ne me trompe pas, dans une salle des ventes, une valise dans laquelle il y a des diapositives et des milliers et des milliers de négatifs. Et il va développer les diapositives, les négatifs. Il va se rendre compte que c'est une très très grande photographe complètement inconnue au bataillon à l'époque. Et grâce à un petit reçu, il va réussir à retrouver le nom. Il va mener toute une enquête pour essayer de découvrir qui est Viviane Maier. Voilà, je vous laisse compléter. Exactement, oui. En fait, c'est une histoire complètement fortuite, comme on en voit peut-être une fois par siècle, puisque donc ce monsieur, à Chicago, vous l'avez dit Hervé, achète dans une vente aux enchères ses négatifs parce qu'il cherche des photos sur Chicago, et il découvre un ou une grande photographe dont il ne connaît pas l'identité, bien entendu, et par hasard, il trouve le nom de Viviane Maier, nom inconnu au bataillon, et avec une recherche sur notre moteur de recherche préféré, dont on ne citera pas le nom, mais qui est américain et qui commence par un G, il découvre une annonce funéraire qui date de quelques jours auparavant. On est en 2009, donc c'est une histoire extrêmement récente. Et il découvre que la Viviane Maier, dont il a trouvé le nom sur le reçu que vous évoquiez, était nanny, et que c'est sa famille adoptive, puisqu'elle n'a jamais eu de famille à elle, la famille des enfants qu'elle a gardés pendant très longtemps, qui a publié cette annonce en disant qu'elle était une femme aimante, dévouée. Pour eux, c'était une Mary Poppins. Voilà, puis elle profitait des promenades des enfants pour prendre des photos. Absolument, elle profitait des promenades des enfants pour prendre des photos. Elle emmenant même les enfants dans des endroits un peu malfamés pour y prendre des photos d'endroits défavorisés et d'autant plus poétiques justement. Exactement, et alors c'est une femme qui est née en 26, d'un père qui était d'origine autrichienne mais américain, d'où ce nom de Maier, et d'une mère qui était française, qui s'appelait Maria Josso et qui venait des environs de Gap. Elle-même est née aux États-Unis, elle a passé ensuite quelques années en France entre ses 7 ans et ses 12 ans. Elle ne prenait pas encore de photos à l'époque. Elle est revenue ensuite à l'âge adulte quelques années en France avant de repartir définitivement aux États-Unis, je crois, dans les années 50. Et elle a vécu d'abord à New York, puis à Chicago, au gré de ses différents jobs de nanny, qui était le seul métier pour lequel elle se trouvait une certaine passion, puisqu'elle disait elle-même qu'elle ne savait rien faire. Mais en fait, elle avait appris sa passion, semble-t-il, avec une très grande amie de sa mère, qui s'appelait Madame Bertrand, qui était elle aussi originaire du même coin des Hautes-Alpes, et qui a été pour le coup une grande photographe très connue, qui a fait des couvertures de magazines, etc. Et cette Viviane Maier achetait des appareils photo, mais n'imaginait pas être une grande photographe. C'est un peu comme vous, Hervé, qui, j'imagine, en vacances, faites des tas de photos. Et peut-être. Ah oui, alors moi, j'imagine pas du tout être un grand photographe. Mais vous n'imaginez pas, mais elle non plus. Oui, il y a pas de chance d'ailleurs. Mais simplement, elle le faisait avec tout son amour, toute sa passion, photographiant les riches, les pauvres, les enfants, les sans-abri, les noirs, les blancs, parfois les noirs et les blancs ensemble d'ailleurs, ce qui en période de ségrégation raciale est assez notable, sans concession, mais avec un vrai regard sur le monde, à la fois en bateau, à la fois à New York, à la fois à Chicago où elle a le plus vécu. Et cette femme rangeait de maison en maison ses négatifs, dont pour la plupart elle n'a jamais vu le résultat, puisque en fait elle ne les développait pas. Voilà, elle n'en a développé que quelques milliers à l'époque où elle vivait dans la famille qui a veillé sur elle jusqu'à la fin de sa vie, puisque là elle avait sa propre salle de bain, et donc dans sa propre salle de bain elle développait ses photographies. Voilà, c'était sa salle de bain chambre noire, et ensuite au gré de ses affectations suivantes, elle n'avait pas sa propre salle de bain et donc pas de chambre noire, donc elle entassait dans des cartons à la fin de sa vie plus de 120 cartons quand même, 120 cartons de négatifs. Et en fait, ces cartons ont été vendus parce qu'elle ne payait plus la facture du garde-meuble. En effet, elle a eu un accident. En fait, elle a glissé dans une plaque de verglas en 2008 et elle a fini à l'hôpital puis en maison de retraite, et donc elle ne payait plus ses factures puisqu'elle n'y pensait plus. Et c'est pour ça que la vente a eu lieu.
au cours de laquelle ces négatifs ont été trouvés. Et on a découvert donc cette photographe qui est un des plus grands talents du XXe siècle en la matière, une véritable artiste qui a fait depuis la une de dizaines de magazines. Donc on a appelé ça The Nanny's Secret, le secret de la nounou, et même de nombreuses expositions, y compris en France, au château de Tours il y a peut-être 2 ou 3 ans. Donc c'est un film documentaire qui fait l'éloge à la fois de cette femme encore inconnue du grand public il y a 5 ans et en même temps de cette enquête de police qui a permis de découvrir une des plus grandes artistes contemporaines. Je vous propose, mon cher Hervé, qu'on regarde ensemble la bande-annonce. Regardons la bande-annonce. The auction house is across the street from my home. I found this box loaded with negatives. I won it for $380. The history of street photography is being rewritten. Vivian Maier. Vivian Maier. Vivian Maier? We've had more interest in this work than any other photographer. Vivian was a very private woman. She was so awesomely unique. Vivian was my nanny. We certainly had no idea she took photographs. They didn't know there was this creative person there. Around 100,000 negatives, 700 rolls of undeveloped color film, 8mm and 16mm movies. She would take us and we would just walk in the worst parts of town, and I think she liked that. You know, maybe we just didn't understand her. What would you say to Vivian now? What drove you to hide yourself away? In death, she is getting the fame she never had in life. I'm uncovering an artist. If I'm leaving this giant boulder unturned, it would be a mistake. As she was photographing, she was seeing just how close you can come into somebody's space. That tells me a lot about her. She could generate this moment, and then she's gone. Voilà cette belle, très belle bande-annonce du documentaire de Vivian Maier qui donne vraiment envie. C'est pas du tout le documentaire ennuyeux auquel on peut être habitué. Non, là on a un vrai documentaire à l'américaine, assez sexy, bien fait, avec de belles images. Belles images, ouais, beaucoup de belles photos. On se rend déjà compte à travers la bande-annonce que on va nous présenter un très très grand photographe. Un grand bonhomme, en l'occurrence une grande bonne femme, si on peut. Ouais, c'est plutôt ça, si on nous passe, si chers amis téléspectateurs, vous nous passez la vulgarité de l'expression. Alors, deuxième film de la semaine, c'est Cold Water, un film dont on a parlé pour la performance de ses acteurs. J'avoue que j'ai été moyennement séduit. Alors celui-ci, je ne l'ai pas vu. Moi. Vous ne l'avez pas vu, mon cher Hervé, mais je vais en parler et nous finirons avec un film que vous avez vu. Cold Water, c'est l'histoire d'un jeune adolescent, 16-17 ans, semble-t-il, qui fait un peu de trafic de drogue, mais du trafic de drogue gentillet, jusqu'au moment où sa famille l'envoie dans une maison de redressement. Alors attention, maison de redressement à l'américaine, c'est-à-dire perdu dans une vallée lointaine où il fait chaud, méthode à la dure, avec 40 km de course tous les matins, nourriture avariée, etc. Coups, humiliation, enfin je vous passe. C'est une vraie maison de redressement. Une vraie maison de redressement à la dure. Et on suit le parcours de ces jeunes adolescents, et en particulier du héros, qui se rend compte que quelque chose ne va pas. Alors il cherche à s'évader une première fois, il réussit, il est ramené par la police, et dépité, il se plie, il se plie au moule de la maison de redressement, tout en commençant à constituer des dossiers, à empiler des preuves pour la faire tomber. Pour la faire tomber, un de ses amis d'ailleurs aura un très grand problème de santé à cause de cette maison de redressement, et donc en fait il prépare sa vengeance qui finira par arriver. Alors est-ce qu'il aura un gain de cause ou pas, je ne le révèle pas. Néanmoins, le film est intéressant parce que il nous en dit un petit peu plus sur ce milieu extrêmement sévère des camps de redressement à l'américaine. On connaît tous l'idée du camp à l'américaine, des camps pour tout, des camps pour la Bible, des camps pour le cerveau, des camps pour la beauté, des camps pour maigrir, des camps pour à peu près n'importe quoi, et des camps pour se redresser. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ces maisons d'éducation ne sont pas du tout encadrées d'un point de vue juridique, donc le pire peut s'y passer comme
comme le meilleur. En l'occurrence ici, on est vraiment dans le pire. Donc c'est une vraie aventure hein, de ce jeune garçon qui essaye de contrer un système contre lequel il est finalement assez impuissant. Il y a cette phrase qui est assez forte d'un des jeunes qui dit « Je préférais la prison parce qu'en prison au moins on sait quand on sort ». Voilà. Donc ça nous en dit long parce que là ils sont enfermés pour une durée absolument indéterminée. Qui détermine la durée ? Eh ben on ne sait pas. On ne sait pas, c'est pas évoqué. Manifestement, les parents et la maison de redressement, en tout cas, eux n'ont aucune idée de quand ils mangent, quand ils sortent, quand ils peuvent se laver, quand auront lieu des brimades éventuelles. Donc ils sont livrés à la merci de ce qu'on appellerait les gardiens, de ce que j'appellerais les tortionnaires. Donc c'est une histoire assez tragique. Alors heureusement, on reste quand même surtout dans une dimension assez psychologique, puisqu'on voit des garçons enchaînés, bon il y en a un qui est forcé de se mettre nu, mais il y a assez peu de torture physique, ou en tout cas on ne les voit pas, ou on les voit très peu, donc ça change de certains films américains, vous savez, où on est habitué à être dans une sophrologie permanente, notamment on pense à ce film sur l'esclavage qui s'appelait 12 Years of Slave, oui, où on voyait un film extrêmement partisan. Un film d'ailleurs très partisan d'ailleurs, mais où on voyait cette pauvre femme à un moment à laquelle on infligeait une centaine de coups de fouet avec les plaies sanguinolentes, etc. C'était à vomir. Là, on échappe quand même à ce prisme-là, et du coup, on se concentre avant tout sur la dimension psychologique de l'histoire, même si, à mon sens, ça manque d'intensité dramatique. C'est quand même intéressant à aller voir. Je pense que, comme beaucoup de films qu'on évoque ici de temps en temps, ça montre le revers de la société américaine. Ça reste manifestement, ça reste un film extrêmement partisan qui prend des positions sur un système, mais qui montre juste évidemment une facette de ces camps. C'est-à-dire que a priori, ce type d'événement ne pourrait pas être généralisé aux États-Unis. Bien entendu, il s'agit évidemment du schéma classique. On a un héros qui contre les méchants. Ici, le méchant l'idée est donc de dénoncer finalement ces camps de redressement, quoi, et de manière extrêmement manichéenne. Alors non, alors là, vous voyez, je n'irai pas jusque-là. C'est vrai qu'il y a une dimension manichéenne, puisque le méchant qui est le patron du camp est évidemment un marine à la retraite dont la famille est morte et qui est alcoolique, et qui est un peu sanguinaire. On le voit, il contraint les jeunes à pousser sa voiture, etc. Je vous passe les insultes qui fusent, mais c'est pas si manichéen que ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que le héros, lui, s'en sort. Bon, ok, il a trafiqué de la drogue. Ok, à cause de lui, sa petite amie s'est fait tuer. Mais tout ça, ça n'est pas grand-chose, puisque finalement, il arrive à transcender sa condition pour devenir un homme bien. Donc, d'une certaine manière, le camp de redressement a atteint son objectif. Néanmoins, il dénonce les brimades et, à mon sens, il faut le voir sous l'angle un peu seul contre tous. Voilà. Même si la fin nous réserve une surprise et qu'on voit que finalement, les gentils ne sont pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas un grand film, évidemment, et c'est très manichéen. C'est un film américain, mais on peut aller le voir, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas du tout. Voilà, et c'est pas non plus sanguinolent. Alors, dernier film pour le coup à l'opposé de ce film qui évoque la torture des maisons de redressement américaines, c'est Dragon, en l'occurrence Dragon 2, que vous avez vu, mon cher Hervé. Moi j'avais vu le 1. J'ai profité d'accompagner mes petits-neveux pour aller le voir. C'est amusant, c'est bien dessiné, c'est DreamWorks qui fait ça. J'apprécie DreamWorks parce que ils ont l'avantage de ne pas avoir de chansons complètement mielleuses au milieu du film. Alors l'histoire en deux mots. L'histoire en deux mots, des Vikings qui ont, à la fin du premier épisode, ont domestiqué des dragons qui sont devenus des amis. Et puis là, il y a un méchant viking qui arrive avec un énorme dragon, etc. Enfin, toute une bataille de dragons. L'histoire n'est pas extrêmement intéressante, les dessins sont sympathiques et le message général qui est qu'il faut réussir à trouver ses qualités pour se réaliser n'est pas mauvais en soi. Parce que dans l'opus numéro 1, on suivait un jeune garçon qui était un petit peu un tocard. Et qui finalement... mais qui finalement, par sa valeur intrinsèque et exactement. Pas par sa valeur physique, donc par son intelligence, par sa volonté, par son dynamisme, par son courage, voilà. Réussit à devenir un grand guerrier. Exactement. Là, le message est relativement sensible, sensiblement le même plutôt. Donc voilà. Mais les dessins sont bons.
Et il n'y a pas de chansons vraiment mielleuses qu'on a l'habitude d'avoir, notamment comme dans La Reine des Neiges, qui avait eu un grand succès au niveau des chansons, que je trouvais ça, mais enfin moi j'avais trouvé ça vraiment affligeant de niaiserie. Voilà. Donc on peut y emmener ses enfants, ses petits-enfants jeunes. Alors jeunes. Non, pas complètement jeune, parce qu'on est quand même face à des dragons et que ça peut impressionner quand même quelques enfants. Alors, je dirais qu'en dessous de 7 ans, ça va commencer à devenir un peu embêtant. Disons entre 7 et 12. Oui. Entre 7 et 12. Entre 7 et 12, ça passe très bien. Et justement, le côté dragon qui fascine énormément les enfants, ça leur plaît, ça tout à fait plus. Avec un schéma classique, hein, les bons, les méchants, les gentils qui, j'imagine, triomphent. Ah oui, voilà. Les gentils triomphent. Et c'est toujours le gentil héros, hein, qui n'est pas ni le plus viril, ni le plus musclé, ni le chef, non, qui réussit à transcender tout ça et à assurer la victoire, et qui est donc magnifié. Donc, je pense que c'est aussi une belle leçon de vie et que ça permet, y compris aux garçons qui, comme vous et moi, ont eu des lunettes et donc n'étaient peut-être pas les meilleurs en sport à l'école, de se dire que... Vous vous trompez, moi j'étais le meilleur. Vous étiez le meilleur en sport, mon cher Hervé, c'est évident. Moi je ne l'étais pas. Mais comme quoi, on peut quand même réussir sa vie, peut-être même sauver le monde. Bon, vous et moi n'avons pas encore sauvé le monde, mais c'est une question de temps, bien entendu. Ça viendra. Et sur ces bonnes paroles, mon cher Hervé, nous allons passer à une nouvelle rubrique de notre émission et nous retrouver pour une prochaine chronique cinéma la semaine prochaine dans Perles de Culture. À bientôt. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous traitons aujourd'hui un grand sujet historique et un grand historien. J'ai nommé Reynald de Sécher. Bonjour Reynald. Bonjour Anne. Qui, pour cette chronique, je lis donc je suis, nous entraîne sur des sujets très importants sur l'histoire de France. Et alors, vous avez ceci de particulier, Reynald, c'est que vous écrivez des livres, vous avez écrit 2 thèses, des livres, vous avez fait des bandes dessinées et maintenant vous réalisez des films. Vous êtes un homme très occupé et très actif, Reynald de Sécher. Oui, j'aime ça, tout simplement. Et en même temps, je ne suis pas du tout d'accord avec l'évolution du traitement de l'histoire par l'éducation nationale. On est en train d'imposer en histoire la même méthode qu'en français, c'est-à-dire la méthode globale ou semi-globale. Quelques mots sur cette méthode. Il s'agit de substituer à la chronologie, à la cartographie, à l'étude des hommes, à l'étude des faits, une espèce de nouvelle histoire qui balaie tout cela et qui a remplacé cela par le thème. Et le thème est une catastrophe parce que les gens ne peuvent pas se repérer ni dans le temps, ni dans l'espace. Et en plus, ce thème est bien souvent une grille idéologique en plus. Bien sûr, c'est fait justement pour ça. Vous êtes très connu, Reynald de Sécher, mais pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de vous entendre à Radio Courtoisie, où vous allez souvent, je voudrais resituer votre démarche, vos premiers travaux, puisque votre première étude universitaire, cela a été une étude très précise. Laquelle ? Alors, il s'agissait, et ça c'est dû à Jean Meyer, le professeur Jean Meyer, il s'agissait de comprendre le phénomène de la Vendée. À l'université, c'est un sujet absolument tabou. Et lui, en tant qu'Alsacien... Et pourquoi est-ce que c'est un sujet tabou à l'université ? Pourquoi est-ce qu'à l'université, il y a des gardes rouges ? Oui, bien sûr. Surtout au niveau du traitement de l'histoire de la Révolution française. Il faut savoir que depuis la création de la chaire de la Révolution française, cette chaire a toujours été entre les mains d'hommes de gauche et les derniers sont membres du Parti communiste. Voilà. Donc on a une approche exclusivement idéologique de la Révolution française qui gomme en fait le contenu réel des événements, dont la Vendée. Et en fait, Jean Meyer, qui est un Alsacien, lorsqu'il est arrivé en Bretagne, il avait envie de comprendre cela. Et en fait, mon premier travail sur la chapelle Basse-Mer n'avait qu'un seul objet,
voir si oui ou non le discours officiel était vrai, c'est-à-dire est-ce que oui ou non il y avait une source documentaire. Et vous l'avez trouvé? Et on l'a trouvé bien sûr, on a fait un carottage au sens scientifique du terme, à travers mon village, et on s'est rendu compte d'une double source, à la fois une source documentaire, privée, publique, mais aussi une source orale. Vous savez, le grand criminel de la destruction de la source orale, ce n'est pas du tout la télévision. La télévision y a contribué, mais le premier grand criminel, c'est le chauffage central. Parce que lorsqu'on chauffe une maison, eh bien les gens quittent le foyer pour aller se réfugier dans des chambres. Donc, on n'a plus de noyau pour se rencontrer, pour se dialoguer. Et moi, j'ai eu la chance de connaître cette tradition traditionnelle, orale, grâce justement aux circonstances, au moment où l'enquête s'est faite, c'est-à-dire 1980. À partir de 1985, celle-ci est en train d'agoniser et à l'heure actuelle, elle a totalement disparu. Donc, on se rend compte qu'il y a, grâce à cette reconstitution du puzzle lié à la source documentaire et lié à la tradition orale, qu'il y a un fracas en Vendée, à la Chabelle-Basse-Mer. Ça se traduit par 2 chiffres, 800 personnes d'exécutées sur 3250, plus de 51% de la valeur immobilière. On crée une méthode. La méthode, on va l'extrapoler à l'ensemble de la Vendée militaire et ça donne ma deuxième thèse qui se conclut par le concept du génocide avec une nuance, un bouleversement. C'est le seul génocide légal de l'histoire de l'humanité et il a été fait en Vendée puisque tout a été voté et programmé par le Comité de salut public. Alors ça, c'est l'objet d'un deuxième livre, Vendée, du génocide au mémoricide. Alors c'est un livre étonnant, en quelques mots. Alors, le texte que vous avez trouvé. En fait, on a retrouvé tous les textes originaux parce que lorsque ce genre de politique est mené sur le terrain, il y a un support écrit. Bien. Et donc ce support écrit, nous l'avons entièrement reconstitué parce que c'est un puzzle éclaté. Il était illisible et invisible. Ça serait trop long. Enfin, le hasard a voulu que vous le trouviez dans des bibliothèques, dans des archives. Dans les archives nationales. Des petits bouts de papier. Avec des petits bouts de papier. Des bouts de papier. Et ça m'a donné l'occasion de définir un 4e crime de génocide, parce qu'il y a 3 crimes de génocide. La conception, la réalisation partielle ou totale, la conception tant dans la réalisation que dans la conception de l'extermination d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou politique ou religieux. Mais il y a un 4e crime que les historiens n'avaient pas cerné, c'est le crime contre la mémoire. Et comme Babeuf au moment de la Révolution française, comme Davis au moment du génocide des Arméniens, ou comme Lenkin au moment des génocides commis par les nationaux-socialistes et les communistes, ils découvrent qu'ils n'ont pas de mots, et donc soit ils vont en créer un, c'est populicides pour Babeuf, soit ils n'en créent pas comme Davis, et ça donnera naissance au néologisme génocide, bien qui a été défini juridiquement. Pour la Vendée, on n'avait rien. Et pour ce 4e crime contre la mémoire, il n'y avait pas de mots, et j'en ai créé un, mémoricide. Alors, évidemment, ces recherches ne vous attirent pas l'amitié de l'université, qui ne va pas vous donner de chair, comme vos études auraient dû vous le donner. Et donc, vous allez très vite contourner l'obstacle, et vous allez créer ces bandes dessinées extraordinaires, qui vont avoir un succès fou, qui vont... cette histoire de France, nous en sommes au tome 4, pouvez-vous nous évoquer cette magnifique œuvre avec des dessins, je dois dire, très beaux et très attrayants? Alors, si vous permettez, je vais revenir sur une problématique nationale. C'est le problème de l'identité. Il y a eu, il y a quelques années, un débat initié par rapport à cette idée. Je crois qu'il est bon, à un moment donné, de s'arrêter, de faire de la résistance par rapport aux événements. Et s'arrêter et d'analyser le contexte. Et l'idée du président Sarkozy était une bonne idée, c'est-à-dire réfléchir sur l'identité. Alors je vais donner une définition de l'identité qui est très simple. Savoir d'où on vient, savoir qui on est à l'instant T et savoir où on veut aller ensemble. Mais pour savoir d'où on vient, il faut maîtriser l'histoire. Or, à l'heure actuelle,
tant au niveau des masses médias qu'au niveau de l'enseignement supérieur ou secondaire, le jeune ne peut pas accéder à la connaissance de l'histoire pour des raisons qu'on a dites tout à l'heure. D'où l'idée que j'ai eue de créer de toutes pièces un outil pédagogique pour servir le plus grand nombre. Et on a fait toute une étude sur la bande dessinée historique. Il faut savoir qu'au-delà de l'outil pédagogique, en fait ce sont des fiches de lecture, elle est lue en moyenne par 11 personnes. Et la bande dessinée, non seulement est consommée par toute la famille, plus les amis, etc., mais elle n'est jamais jetée. On se la transmet. Sûr, oui. Et en fait, cette idée a germé avec le génocide franco-français, La Vendée Vengée, qu'on a mis en bande dessinée, qui a été un succès phénoménal. Puis après, on a continué avec La Chouannerie, puis l'histoire de la Bretagne. Et bien entendu, le champ opérationnel a évolué. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'identité au niveau national, j'ai lancé l'histoire de France en bande dessinée. À l'heure actuelle, on est au numéro 4 qui couvre la période mérovingienne. Le 5e devrait sortir dans quelques mois et couvrira, lui, la période carolingienne. Alors non seulement cette histoire de France, cette histoire de la Bretagne, mais aussi maintenant des grands personnages historiques, Charlemagne, Henri IV, Louis XIV, Bonaparte, Napoléon Ier, Napoléon III, une collection religieuse avec la messe en bande dessinée, les sacrements, Sainte Marguerite Marie, de Paray-le-Monial, Sainte Geneviève, et vient de sortir Saint Thomas d'Aquin, qui est un grand personnage de l'histoire religieuse catholique, avec une vie étonnante, puisqu'il il voulait devenir dominicain, mais sa famille voulait qu'il soit bénédictin. Et donc ils ont incarcéré leur enfant dans une tour. Mais c'est plus grave que ça, parce que saint Thomas d'Aquin est issu d'une grande famille du Saint-Empire germanique, la famille d'Aquino, et il est prédestiné aux plus hautes fonctions de l'Empire. Et son père le prépare à cela, comme il a préparé ses autres enfants, et lui, très tôt, dès 8 ans, il est appelé, il veut devenir moine. Et en plus, moine chez les dominicains, c'est-à-dire... moine enseignant. Moine enseignant, mais qui est issu de la pauvreté absolue, qui vit dans la pauvreté absolue, qui est un quémandeur. Bien. Et il va rentrer, bien entendu, en conflit avec son père et sa mère. Et effectivement, comme vous le disiez tout de suite, sa mère va le faire enfermé dans son château personnel et familial, et elle va le soumettre à un régime de rigueur incroyable et aussi de tentation. Alors comment faites-vous pour exprimer ce qui est tout de même la philosophie, le sous-titre de la vie de saint Thomas d'Aquin, dit le docteur Angélique, pour exprimer la théologie scolastique de saint Thomas d'Aquin? Là, c'est quand même compliqué. Comment faites-vous? Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, puisque vous me le donnez aujourd'hui. Alors, en fait, une bande dessinée telle que je les réalise, est présentée toujours de la même manière. C'est-à-dire, dans une première partie, il y a une introduction où on présente le fond du personnage, son œuvre, l'objet de son œuvre, le contexte aussi, parce que le XIIIe siècle est un siècle de conflits majeurs dont à l'heure actuelle on n'a pas la moindre idée. Et si on veut avoir une idée, c'est exactement du même niveau que le conflit que nous avons connu en France puis en Europe avec la Révolution française, puis tout plus proche de chez nous avec 1968. Là, c'est deux mondes qui vont se confronter, mais avec une violence qu'on ne peut pas soupçonner. Ça se traduit par des émeutes, des bagarres, comme en mai 68. Paris est livré à des groupuscules qui en viennent aux mains. Et deuxièmement,
comment dire, ça c'est la première partie. La deuxième partie, on raconte sous forme d'image la vie de saint Thomas d'Aquin avec toute sa complexité, son originalité, son enseignement. Et la troisième partie est consacrée, si on est chrétien, on doit comprendre ça, au domaine de ce que j'appelle, moi, la communication entre le vivant et l'invisible. Et j'explique à travers tout un documentaire, en fait, que non seulement saint Thomas d'Aquin est encore visible à travers ses reliques, à travers son œuvre, mais on peut le solliciter à travers des prières que vous donnez, que je donne. Soit elles ont été écrites par lui-même, soit elles ont été écrites par d'autres moines par la suite. Donc on peut solliciter par la prière saint Thomas d'Aquin, on peut le vénérer à travers un certain nombre de reliques majeures, notamment on a son crâne à l'église des Jacobins à Toulouse par exemple. Et dans beaucoup d'églises, on peut voir des tableaux avec saint Thomas d'Aquin qui brandit un fléau d'une main et une bougie de l'autre et qui terrasse l'hérésie. Oui, alors c'était un sujet très à la mode à partir du XIVe siècle. Alors peut-être noter que saint Thomas d'Aquin a connu une période obscure entre le XVIe siècle et la troisième partie du XIXe siècle. Et c'est Léon XIII qui va le réhabiliter, et puis surtout le grand pape qui a été Benoît XVI. Mais vous refaites ces bandes dessinées que nous avions, ces vies de saints que nous lisions quand nous étions enfants, avec une image et un texte en dessous qui c'était une très bonne... C'est la collection Belleville qui est une collection C'était une très bonne collection. Et puis maintenant, évoquons vite, mais évoquons-les parce que c'est quand même très important. Vous vous attachez au film pour transmettre cette connaissance des guerres chouanes de la Vendée et le dernier, la virée de Galerne. Alors c'est une trilogie, alors tout ça c'est très coûteux, ça demande du temps. J'avais fait la première partie de cette trilogie en 1989 qui était consacrée à la guerre de Vendée. La deuxième, je l'ai faite il y a 2 ans, qui est consacrée à la chouannerie. La guerre de Vendée, c'est la rive gauche de la Loire. La chouannerie, c'est la rive droite. Et comme nous arrivions au 220e anniversaire de la virée dite de Galerne et que personne ne s'intéressait à ce thème, j'ai eu beau solliciter tant la presse que les médias télévisuels ou les politiques pour faire quelque chose pour cette commémoration, personne n'a répondu positivement. Donc j'ai investi pour faire ce film qui raconte cette traversée de la Loire et en fait le deuxième plan d'extermination des Vendéens, puisque le premier plan date du 26 juillet 1793 et le deuxième plan date du 11 novembre 1793. Et puis cette fin de la virée de Galerne au Mans, et on croit toujours que les crimes sont oubliés, en tout cas ceux-là, mais quand le maire du Mans a voulu faire un parking, ils ont creusé et horreur, sont apparus tous les squelettes, tous les os des femmes, des enfants et des vieillards qui avaient été massacrés. Et ces squelettes donnent des renseignements extraordinaires sur la façon dont qui illustrent parfaitement les commentaires, notamment le commissaire de la République Benaben qui racontait comment on massacrait les femmes et les enfants, et les squelettes que l'on retrouve illustrent cela. Et alors pour acquérir toutes ces très beaux livres et bandes dessinées et films Rénal de Sécher, on va sur votre blog? On va sur mon site, Rénal Sécher Édition, et on peut commander en direct. Directement. Moi, je conseille toujours de faire ça parce que c'est ça qui nous apporte la trésorerie, qui nous permet de continuer, bien entendu, puisque à l'heure actuelle, on est en train de préparer la BD numéro 5 de l'histoire de France, Sainte-Clotilde, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et j'en passe. Donc tout ça se coûte très très cher, et grâce à la confiance que me font mes lecteurs, eh bien, on continue de créer. Et je voudrais signaler que vous avez encore une autre casquette, vous remontez de Vieille Chapelle.
nous remontons une vieille chapelle du XIe, XVIe siècle pour en faire le mémorial du génocide des Vendéens. Il y a toujours des camps d'été. Elle est à la chapelle Basse-Mer, justement. Et cette chapelle a été rachetée lors de la nationalisation des biens du clergé, redonnée au clergé, renationalisée, rachetée par la même famille. Et en fait, on en a hérité, on l'a entièrement restaurée. Et on veut faire vraiment un site de réflexion sur les génocides au sens large du terme. Merci beaucoup Rénal de Sécher et bravo pour ce travail extraordinaire. À une très prochaine émission, il faut continuer à venir à TV Liberté, nous faire part de toutes vos actions. Chers amis de TV Liberté, à une prochaine séquence de Perles de Culture. Alors, bienvenue dans cette nouvelle séquence de l'art en beauté, un art en beauté très mexicain aujourd'hui, puisque nous recevons Vince le mariachi. Alors, Vince le mariachi, bonjour. En deux mots, dites-nous d'abord qui vous êtes, Vince, d'où venez-vous? Vous êtes un peu mexicain? Alors, c'est pas très exotique, moi je suis versaillais, mais j'ai un papa mexicain. En fait, je suis né d'une mère sarkozyste et d'un père néo-zapatiste. Et voilà, j'ai découvert la musique mexicaine il y a 10 ans quand je suis allé pour la première fois au Mexique. C'est là où j'ai retrouvé mes racines. Vos racines. Et alors, qu'est-ce que la musique mariachi? Très bonne question. Pour moi, c'est le parfait mélange entre le zouk guadeloupéen et la valse de Vienne. C'est un 3 temps très festif, voilà, avec des trompettes, des violons. D'accord. Et alors, c'est une musique qu'on trouve au Mexique dans quel univers, dans quel cadre? Une musique qui est très très utilisée en fait pour les mariages, pour les fêtes, vous êtes amoureux, Maxime, vous avez envie de déclarer votre flamme, et ben vous arrivez avec un groupe mariachi, vous arrivez sous le balcon de votre belle et puis vous jouez. Voilà, c'est ça. Donc une musique très populaire. Très populaire, et le mot mariachi vient du français. Donc c'est ça qui est marrant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mariage en fait. Les mariachis, c'est celui qui joue au mariage. Voilà. D'accord. Et donc oui, c'est vrai que vous nous le disiez en préparant cette émission, il y a une grande culture commune entre le Mexique et la France, et dans la musique mariachi en particulier. Alors moi, en tant que musicien, j'ai effectivement remarqué ça. Il y a une sorte de connivence ou de relation. Je ne sais pas qui a piqué quoi, si c'est les Français, les Mexicains, ou si c'est juste une herméneutique de la musique qui a fait qu'ils se sont inspirés l'un l'autre. Mais la javanaise de Gainsbourg, c'est un rythme mariachi. Les chansons de Piaf, on entend des mariachis presque. Donc voilà, moi c'est ce que j'entends en tout cas avec mon oreille musicien. Avec votre oreille, oui, absolument. Et alors, racontez-nous un peu la genèse de votre travail. Comment est-ce que vous procédez? Comment est-ce que le virus de la musique vous est venu quand vous étiez tout petit? Alors en fait, moi je suis batteur. Moi je suis batteur dans différents groupes, et j'ai voulu faire un groupe, un projet solo où j'avais envie de me présenter la musique mariachi en France, parce qu'elle n'est pas très connue. Et je suis parti au Mexique, je vous ai dit, il y a 10 ans, et là j'ai rencontré un groupe de mariachi qui s'appelle Las Morenas, qui sont en fait les demoiselles très jolies qui m'accompagnent ici, avec qui j'ai travaillé, j'ai appris la musique mariachi, et puis j'ai enregistré quelques chansons. Voilà, alors ça a été d'abord des reprises de Daft Punk, par exemple, pour essayer de faire une musique mariachi assez contemporaine. Et moi je me place entre la musique du monde et puis la chanson française. Voilà, donc du coup je fais musique mariachi, mais avec des paroles en français ou parfois en espagnol. D'ailleurs, vous pourriez peut-être nous faire moi j'ai amené justement une petite guitare mariachi, c'est la Viguela, et pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure sur les chansons. Alors ce sont des chansons très romantiques. Solo sin tu cariño voy caminando, yo no sé qué hacer. Solo sin tu cariño voy caminando, yo no sé qué hacer. Qui reboivent encore, ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs, enfin ils boivent tout là, qui leur donnent leur corps, qui leur donnent leur vertu, et pour une pièce en or, une fois qu'ils ont bien bu, ils se campent le nez au ciel, le nez dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Deja que yo te busque, si yo te encuentro, vuelve otra vez. Voilà, les chansons très gaies toujours. Tous les garçons et les filles de mon âge
chanson qui est très connue pour le film de Roberto Rodriguez, le mariachi. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Ay, 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 mi amor. Y ay, mi morena de corazón. Merci, merci, merci. Merci Vince le Mariachi qui nous a apporté des airs de sacrées soirées sur le plateau de Perles de Culture. Alors, quelques mots sur Vince le Mariachi. Vince le Mariachi donc est né il y a 10 ans. Alors il est né il y a 10 ans, mais c'est surtout depuis 2 ans, parce que j'ai un ami, enfin j'ai plusieurs amis qui sont proposés de m'aider. C'est 2 jumeaux, les Gazen, et je les remercie d'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Ils m'ont poussé à faire mon projet personnel alors que j'avais des projets dans lesquels j'étais investi, mais ils me disaient mais il faut que tu aies ton truc à toi. Donc voilà, je me suis lancé il y a 2 ans et je fais des concerts à Paris, j'ai été invité à Pornic, j'ai fait la première partie d'Oldelaf. Voilà. Donc tantôt Oldelaf qu'on connaît bien. Ben voilà. Et vous leur apportez cette joie de vivre, ce sourire, ces yeux charmeurs. Hein. J'aurais été une fille, je vous aurais presque sauté dans les bras quand vous m'avez chanté ces airs. Ouais, c'est les sérénates, peut-être pas celui sur les putains d'Amsterdam, mais cette joie de vivre très communicative qui vous habite. Et du coup, Vince le mariachi apporte en France cette musicalité mexicaine. En concert, j'arrive avec mon grand sombrero. Là, j'avais pas la place, mais j'emporte un grand sombrero et puis je commence en disant comme vous les pouvez le constater, j'ai fait parler de la musique bafaroise. Puis parce qu'en fait, les compositeurs allemands sont des vrais stars en France. Les compositeurs mexicains, ils sont pas du tout connus. Les compositeurs allemands, ils ont fait beaucoup de sonneries, de téléphones portables, donc c'est pour ça qu'ils sont connus. Et les compositeurs mexicains, on oublie souvent qu'ils ont fait quand même une sonnerie, de klaxon. Ça c'est super connu et c'est des Mexicains. Donc moi mon but c'est un peu de montrer que voilà, le Mexique il est là, il est joyeux et comme je suis vraiment dilué entre guillemets, j'ai le sang mexicain, le sang français, j'essaie de faire le mariage entre les deux. C'est la mission que je me suis trouvée. Et alors quel accueil vous recevez? J'imagine que les gens sont ravis. Les gens sont ravis. Cette joie de vivre. C'est difficile de les inviter à venir au concert, ça c'est sûr. Par contre une fois qu'ils sont là, ils sont conquis. Généralement, là, je suis très content. Je joue devant des gens que je connais pas, et les gens ils repartent ravis. Ils me disent, je savais pas. Il y avait plein de choses que je connaissais en fait de la musique mexicaine. Voilà. Donc vous êtes un petit peu un ambassadeur du Mexique, d'une certaine manière. Vous n'avez pas encore été invité à l'ambassade, mais ça viendra. Ouais. Ambassadeur culturel du Mexique. Ouais. C'est vrai qu'on connaît peu de choses en France du Mexique. Hein. On connaît la junk food, on connaît tout ce qu'on voit sur Mexico et les trafics en tout genre. Le Coca-Cola qui fait rendre tout le monde obèse. Les problèmes de l'obésité chronique. Mais vous êtes très en avance, Maxime, parce que vous savez qu'en 2016, ça sera l'année du Mexique. Et là, votre émission, elle dépasse tout le monde, quoi. En 2014 donc, déjà. Il faudra vous réinviter. J'espère. En 2016, en 2016 la France fait l'année du Mexique. Et on fera une spéciale Mexique si on nous prête vie assez longtemps pour y parvenir, on espère. On vous remercie beaucoup. Merci à vous, Vince. On va montrer vos disques et puis moi je vous propose qu'on se quitte sur un petit moment musical. Donc ça s'appelle Vince le Mariachi. Voilà, c'est chez Obad Plus. On peut le trouver, j'imagine, dans certaines boutiques. Non, parce que c'est Internet. Non, c'est un CD que j'ai juste fait pour promouvoir mon travail. Donc pour l'instant, c'est très confidentiel. mais vous pouvez écouter sur YouTube. J'ai fait 2 clips actuellement qui ont pas mal de vues. Il y en a un qui est en français sur l'actrice Mélanie Laurent, que vous connaissez sans doute, puisque voilà, émission culturelle. Et puis il y en a un autre, c'est la reprise de Digital Love de Daft Punk que j'ai fait aussi avec les femmes mariachi. Et là, on voit les femmes, le studio, on voit le Mexique. Des très belles images mexicaines. Donc, chers amis, en allant voir votre émission préférée, Perles de Culture sur YouTube, puisque l'émission passe sur YouTube. Vous pourrez aussi faire un petit détour chez notre ami Vince le Mariachi, qui peut-être pourra nous faire un petit quelque chose sur Mélanie Laurent. Vous nous en parliez à l'instant. Pour quitter cette émission. Mélanie Laurent, non. J'ai eu une très belle réalisatrice qui s'appelle Estelle Chauvin, qui a fait un très beau clip. Donc, je vous invite à aller le voir. Puis, je peux vous faire une chanson mexicaine. Alors, une chanson mexicaine. Faites-nous l'ambassadeur du Mexique en France. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, yo tenía mi cascabel y con
Alors Vince le mariachi, merci beaucoup pour cet air envoûtant et entraînant. Vous nous parliez à l'instant du clip que vous avez tourné à propos de Mélanie Laurent. Alors dites-nous en plus, racontez-nous un peu la genèse j'ai eu beaucoup de chance. Ce clip et son sujet. J'ai eu beaucoup de chance et vous avez dit très gentiment que c'était communicatif mon projet. Et je pense qu'effectivement j'ai réussi à communiquer cet engouement du Mexique à deux amis qui sont Estelle Chauvin, la réalisatrice, et puis un chef opérateur qui s'appelle Jean-Marc Selva, qui m'ont proposé avec très peu de moyens mais énormément de production de faire un clip. Et donc j'ai fait une aubade sur Mélanie Laurent qui est pour moi le parangon de la femme fatale, mais on n'ose pas lui parler. Voilà, c'est la femme idéalisée, un peu qui nous regarde comme une déesse grecque sur son piédestal. Du coup, on a fait toute une histoire de shooting photo et d'assistants photo qui arrivent et puis qui se transforment en mariachi pour exprimer ses sentiments. Et voilà, c'est un clip que j'ai eu la chance de réaliser il y a 3 mois maintenant. Et alors, est-ce que le mariachi, ce grand amoureux, par son talent, réussit à attraper la femme idéale? Je sais pas. L'intérêt, c'est que je crois que la femme idéale, pour lui, c'est la musique. Donc, il la poursuit toujours. Voilà. Ça, c'est malheureux. On espérait une histoire d'amour qui finisse bien. Ça peut être très heureux, la musique, j'espère. Ah j'espère. Et d'ailleurs, moi, ce que je vous propose, mon cher Vince le mariachi, c'est qu'on se quitte justement avec ce clip que vous avez réalisé, qui nous donnera une image plus complète de votre talent, à la fois visuel et musical. Avec plaisir. Merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir communiqué, vous le disiez à l'instant, votre talent, votre bonne humeur et votre amour du Mexique. Vous nous donnez envie d'y partir en vacances. Comme quoi, McDonald's et Coca-Cola n'auront pas eu raison de vous. On vous retrouve très bientôt, j'espère. Vous venez, vous êtes toujours le bienvenu ici, nous raconter vos aventures et vos succès, qu'on espère nombreux. Et on se quitte avec ce clip dédié à Mélanie Laurent, femme fatale, séduite par un mariachi. Malgré moi, je ne peux plus réprimer mon pépé gaiement. Mais accompagné de mariachi derrière moi, j'ose dire tu es belle comme Mélanie Laurent. De grands yeux bleus qui me font craindre le froid, et tes cheveux qui ne rentrent pas dans les rangs. Le son de ta voix et la rythmique de ton cœur tambourinant. Jusqu'au Mexique, je les emmène avec moi, gravé comme un disque de Mélanie Laurent. Tu devrais être mise sous quelque chose comme ça. Demande au public, tu es tout ce qu'il attend. Rouge érotique sur ta bouche de soie, comme l'actrice citée précédemment. Chez moi quelques émois, et je m'excite parfois tout seul sous les draps. Bon, sans abus, je vais bien, ne t'en fais pas. Mais comment veux-tu que je ne pense pas qu'à ça? Dans ton regard, il y a la force du chat et les pleins pouvoirs du félin qui fait sa loi. À tout égard, c'est le plus beau compliment quand je te compare à Mélanie Laurent.
Bienvenue, chers amis, dans notre dernière partie de cette émission. Touche pas à mon patrimoine, touche pas à mon patrimoine très engagé aujourd'hui, puisque nous allons parler de 3 sujets. Le premier sujet qui va vous faire bondir, comme il fait bondir Anne Brassier, qui est en vacances mais qui est avec nous, c'est la création annoncée d'un parc éolien de 75, j'ai bien dit 75 éoliennes géantes de la taille de la Tour Eiffel, à proximité immédiate de la Manche, à moins de 15 km d'Étretat, donc juste à côté de la fameuse aiguille creuse, chère à Maurice Leblanc dans Arsène Lupin. Alors c'est un projet qui évidemment va conduire à saccager complètement cette perspective de la côte. Donc il faut évidemment rester mobilisé. Sachez aussi qu'un tel projet est en train d'être mené du côté anglais sur la Manche et que ça pourrait aboutir à un non-classement par l'UNESCO de toute cette partie du littoral, puisqu'évidemment un littoral saccagé n'a pas vocation à être classé. Vous voyez en ce moment les photos qui s'affichent sur vos écrans, c'est absolument épouvantable. Alors je vous invite à contacter et à joindre un site internet de l'association européenne qui lutte contre ces éoliennes et qui nous a informé de la chose, qui est http://epaw.org. L'adresse s'affiche aussi sur vos écrans et j'en profite d'ailleurs, si vous avez des cas de patrimoine menacé près de chez vous, si vous êtes à la tête d'une association, n'hésitez pas à nous informer et avec plaisir, nous vous recevrons et nous dénoncerons les scandales comme celui-ci qui défigure un paysage qui est pourtant éminemment important. Pensons à Monet, pensons à Maupassant, pensons à Maurice Leblanc qu'on évoquait à l'instant avec Arsène Lupin, pensons aussi aux plages du débarquement puisqu'on fête cette année les 100 ans du début de la Première Guerre mondiale et qu'on a fêté les 70 ans du débarquement en Normandie. C'est donc un anniversaire qui est à noter puisque à l'occasion des 80 ans de ce débarquement, peut-être que la plage aura radicalement changé à cause de ces éoliennes géantes qui, encore une fois, font la taille de la Tour Eiffel. Imaginez 75 Tours Eiffel à 15 km des côtes. Un sujet toujours dramatique, sans transition, c'est celui de Roland-Garros. Vous vous souvenez qu'on avait reçu ici nos amis de SOS Paris qui nous avaient annoncé le cas. Vous savez que la ville de Paris et Roland-Garros souhaitent agrandir le stade en prenant sur les serres d'Auteuil. Sachez qu'une étude publique est en cours en ce moment même à la mairie du 16e arrondissement jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc courez-y, dénoncez ce scandale et donnez votre avis parce que vous savez qu'un citoyen qui se tait, c'est un citoyen qui a tort. Donc donnez votre avis pour empêcher le massacre des serres d'Auteuil et proposez au contraire, comme l'a fait SOS Paris très intelligemment avec d'autres associations, l'extension de Roland-Garros en couvrant une partie du périphérique, ça coûte le même prix et ça sauve un patrimoine très important, en l'occurrence les serres d'Auteuil qui, comme vous le savez, ont été construites déjà depuis l'époque de Louis XV et qui sont un élément très important des collections nationales d'horticulture. Et enfin, un sujet plus positif pour vos vacances, c'est une invitation au voyage, c'est la Via Francigena. Alors la Via Francigena, aujourd'hui, n'est pas du tout connue du grand public, c'est en fait une sorte de Saint-Jacques de Compostelle, un Saint-Jacques de Compostelle un petit peu différent, puisqu'il n'y a pas un chemin, mais plusieurs chemins vers le pèlerinage de Rome. Pourquoi? Alors tout simplement, la chose tire son origine des premières routes tracées par Jules César à l'époque de Rome vers la Gaule pour aller conquérir les Gaules, comme on disait à l'époque. Et puis ensuite, la chose s'est imposée dans le sens inverse, évidemment, à partir du moment où l'Europe devient chrétienne, et essentiellement à partir du 8e, 9e siècle. On a d'ailleurs l'évêque de Cantorbéry dans les années 900, qui fait ce parcours en 80 étapes, donc environ 1800 km quand même de Cantorbéry à Rome, donc environ une vingtaine de kilomètres chaque jour. Et les étapes ont été notées, c'est d'ailleurs très intéressant, puisque ces secrétaires à son retour ont noté donc chacune de ces étapes, ce qui a permis ensuite aux pèlerins de s'y fier, si j'ose dire, de suivre non pas le Michelin de l'époque, mais l'archevêque de Cantorbéry de l'époque, qui a noté donc ces bons conseils pour ce voyage, qui a pris une envergure
absolument considérable à partir du XIIIe et du début du XIVe siècle, puisque vous savez qu'à l'époque, le pape a imaginé que tout chrétien qui ferait le pèlerinage à Rome serait absous de ses péchés, aussi grands soient-ils. Et donc évidemment, le pèlerinage drainait chaque année plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de pèlerins. C'est une chose qui est tombée ensuite en désuétude au XVIIIe siècle et qui renaît depuis 2004, donc depuis 10 ans tout juste, grâce à une association extrêmement engagée qu'on salue et auquel on adresse nos chaleureux compliments et notre admiration, qui a décidé de faire renaître ce chemin avec l'appui des instances européennes. Il y a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sûr, que chacun connaît, qui donne encore lieu aujourd'hui à un pèlerinage très intense. Et puis il y a les chemins de la Via Francigena, c'est-à-dire littéralement la route des Francs, les Francs étant ce qui vient d'au-delà des Alpes, donc des Allemands, mais aussi des Français essentiellement, et même jusqu'en Angleterre, puisque, comme je l'ai dit à l'instant, le chemin a été tracé depuis Cantorbéry. Et donc ça renaît progressivement. En Italie, on trouve aisément des tableaux, des panneaux qui indiquent la Via Francigena, donc qui est très très bien indiqué, et qui est l'occasion donc d'un joli pèlerinage encore très confidentiel, puisqu'il y a quelques centaines seulement de pèlerins chaque année, qu'on peut faire par étapes. Et c'est l'occasion donc évidemment de faire un beau voyage pour une bonne cause sur la route de Rome, et en passant par les plus beaux villages du nord de l'Italie et de Toscane, donc de redécouvrir les petites routes. Certaines n'ont pas changé depuis l'époque antique, on marche encore sur le pavé foulé par Jules César lui-même, mais aussi les vignobles, les collines, les jolies maisons, tout le charme rustique de cette Italie millénaire. Et donc une bien belle invitation au voyage. Je vous redonne les conseils. Donc c'est la Via Francigena. Il y a une adresse internet qui s'appelle http://viafrancigena.fr qui va s'afficher sur notre écran, et puis celle de l'association qui s'appelle la Via Francigena en France.fr. On le trouve très facilement en tapant Via Francigena sur son moteur de recherche préféré, dont on ne citera pas le nom pour faire plaisir à Anne Brassier, qui est très attachée au nom français. Et on se quitte avec quelques belles images de la Via Francigena et des paysages qu'elle nous permet de traverser. Et donc, chers amis de TV Liberté, pendant la fermeture de TV Liberté au mois d'août, je ne peux que vous inviter à parcourir à pied et en famille la Via Francigena à la recherche de ces magnifiques paysages de l'éternité tout entière. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Perles de Culture.